Eh bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans le cadre de cette chronique consacrée aux contes et aux arts de la parole, je vais vous parler d'un personnage qu'on rencontre beaucoup, que vous connaissez sans le savoir en fait, c'est parce que c'est plus qu'un personnage, c'est un archétype, c'est-à-dire c'est un modèle, un moule, un patron si vous voulez, qui a servi à concevoir beaucoup de personnages différents. Et cet archétype, on l'appelle le trickster. Trickster, donc Trickster, qui est un terme anglais qu'on traduit parfois en français par le terme de fripon. C'est un concept qui a été inventé, en tout cas qui a été nommé ainsi par l'anthropologue états-unien Paul Radin dans son livre The Trickster, A Study in Native American Mythology, paru en 1956. Alors concrètement, un trickster, c'est quoi? Eh ben donc, comme je disais, c'est un archétype, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'exemples, il y a énormément de personnages dans les cultures orales populaires ou même sacrées qui correspondent à ce type de personnage. Alors certains sont des dieux ou des demi-dieux, parfois ce sont des êtres merveilleux, parfois ce sont de simples êtres humains, et d'autres fois il s'agit d'animaux anthropomorphes. Donc c'est très varié, énormément de personnages. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont de commun, ces tricksters, du coup? Eh bien, ce sont des êtres farceurs qui sont toujours très actifs, qui peuvent être parfois très naïfs, mais qui sont à d'autres moments extrêmement rusés, qui sont de temps en temps sympathiques et serviables, et à d'autres moments qui sont particulièrement mauvais et antipathiques. Ils ont d'autres caractéristiques, par exemple, souvent ils ont la possibilité de changer de forme, de se transformer, et ils jouent aussi parfois le rôle de messager des dieux, un peu d'intermédiaire, en quelque sorte, entre le monde des dieux et le monde des hommes. Ils ont aussi souvent une activité sexuelle débridée, et finalement ce sont des personnages ambigus qui sont un peu étrangers à toute notion de morale, à toute notion de bien ou de mal. En quelque sorte, ils vivent un peu en marge de la société dont ils remettent de temps en temps en cause le bon fonctionnement. Et donc il y a énormément de personnages qui partagent tout ou partie de ces caractéristiques. Alors là, vous voudriez bien avoir quelques exemples, j'imagine. Par exemple, dans la mythologie grecque, on peut citer Hermès, qui est le messager des dieux, qui est lui-même dieu des voyageurs et des voleurs, et qui n'hésite pas à jouer des tours pendables aux autres dieux quand l'occasion se présente. Par exemple, quelques heures après être né, Hermès, il aurait, paraît-il, volé le troupeau de moutons d'Apollon en expliquant à ce dernier que non, voyons, ça peut pas être lui le coupable, lui il est innocent comme l'enfant qui vient de naître. Alors il y en a d'autres dans le Panthéon, un autre trickster du Panthéon, c'est Dionysos, le dieu de la vigne, le dieu de l'extase, de la folie, lui qui est capable de changer de forme et de se faire passer pour un autre, et lui dont les réactions sont toujours imprévisibles. Et puis toujours chez les Grecs, il y a tous les satyres, tous ces créatures à la sexualité débridée qui passent leur temps à jouer des tours aux humains. Bon, et on pourra en trouver d'autres dans la mythologie grecque. Mais si on passe maintenant dans la mythologie nordique, on trouve un personnage qui s'appelle Loki, dieu de la discorde, qui a des origines un peu douteuses. On ne sait pas trop si c'est vraiment un dieu, les spécialistes en débattent encore apparemment, mais enfin, c'est un personnage qui est assez ambigu. Il est fauteur de troubles, il est jaloux, il est adepte de métamorphose, rusé, voleur, irresponsable. Ouais, c'est vraiment le trickster par excellence, quoi. Par exemple, il y a cette histoire, alors il y en a beaucoup d'autres, mais j'ai choisi celle-là qui illustre un peu le personnage. C'est l'histoire d'un bâtisseur qui un jour est allé voir les dieux et qui leur a proposé de construire une enceinte, une forteresse divine pour les protéger des assauts d'éventuels géants. Oui, parce que les dieux et les géants, dans la mythologie nordique, ils s'aiment pas trop. Alors, le bâtisseur, il demande pas grand-chose en guise de paiement s'il y parvient. Il demande juste le soleil, la lune, et puis une déesse aussi pour son usage personnel, rien de plus. Et ça uniquement s'il réalise l'exploit même de bâtir la forteresse en moins de 6 mois. Ça c'est pas possible, alors les dieux ils acceptent, à condition qu'ils se fassent pas aider, parce que, donc comme c'est pas possible, au moins ils auront une forteresse et ils auront rien à payer en échange. Le bâtisseur, lui, il aimerait bien pouvoir travailler avec son cheval. Parce que c'est un bon cheval, travailleur, et qu'il aiderait bien. Alors les dieux, ils sont réticents, ils ont pas trop envie, mais... pour résumer, Loki, il les incite à accepter. Alors les dieux, ils disent, bon d'accord pour le cheval. Et les travaux commencent, et malheureusement, au bout de quelques mois, les dieux, ils sont bien obligés de se rendre à l'évidence, les travaux, ils avancent très vite. Et s'ils avancent si vite, c'est justement parce que le cheval réalise un travail colossal. Et ça, c'est la faute de Loki, c'est lui qui a insisté à la base. Alors les dieux... il force Loki à trouver un moyen pour ralentir le bâtisseur. Et Loki, il n'a pas le choix. Il cherche une solution et il choisit de se métamorphoser en jument en rute pour distraire les talons. Et ça marche. Je vous passe les détails croustillants, mais ça marche. Alors le bâtisseur, il a plus son cheval, il se fâche, il se transforme. En fait, c'était un géant. Alors du coup, comme c'était un géant et que les dieux s'entendent pas très bien avec les géants, il commence à s'inquiéter. Mais Thor, il arrive avec son marteau et massacre le géant à coups de marteau. Voilà. Et alors Loki, dans l'histoire. Loki, il a été engrossé par les talons et il donne naissance à un poulain à 8 pattes, qui deviendra plus tard la monture d'Odin.
Voilà, donc on voit dans cette histoire un peu tout ce que je vous disais comme caractéristique des tricksters. On voit le caractère ambigu du personnage, son statut un peu à la marge, c'est presque un dieu, mais peut-être pas tout à fait, on n'est pas trop sûr. Son rôle de messager, d'interface entre les humains et les dieux, puis aussi sa naïveté, ses pouvoirs de métamorphose, sa volonté de duper et son rapport un peu bizarre à la sexualité. Bon, et des histoires comme ça, autour de Loki, il y en a des dizaines. Hein. Comme je vous disais, Loki, c'est vraiment le trickster par excellence. Bon, on va quitter le domaine des personnages sacrés pour un moment, on en trouverait encore des dizaines et des dizaines d'autres, mais dans beaucoup de cultures, on trouve des animaux, maintenant, qui vont jouer ce même rôle de trickster. Les animaux, je pense notamment aux corbeaux ou aux coyotes chez les Amérindiens, ou à l'araignée ou au lièvre en Afrique. Alors à ce sujet, à propos du lièvre, je peux que vous recommander le spectacle de ma collègue conteuse Manuela Yapas, que vous connaissez, puisqu'elle anime cette même chronique une fois sur deux. Spectacle de Manuela Yapas, donc, qui est intitulé Pourquoi le lièvre saute, et qui est un florilège d'histoires où le lièvre fait preuve tour à tour de ruse et de naïveté. Ouais, il y a énormément d'histoires autour du lièvre, même qui sont connues en France, où le lièvre joue ce rôle de trickster. Et parmi les animaux, toujours en France, nous, on a aussi principalement renard, le renard, oui, et je dis renard tout particulièrement, le fameux Goupil du roman de Renard. Lui aussi, il a toutes les caractéristiques dont je vous parlais, il est en marge de la société, il est toujours en conflit avec le roi et avec les autres animaux du royaume. Il a aussi un comportement parfois scandaleusement immoral, et puis il est aussi capable des meilleures ruses, comme de la plus grande naïveté. Et c'est surtout ces deux dernières caractéristiques qu'on retrouve souvent, notamment dans les histoires les plus anciennes. Je pense par exemple à cette histoire que je vais vous raconter là, qui, semble-t-il, est la plus ancienne du recueil. Alors au début de cette histoire, il y a le coq Chanteclair, qui est dans la cour. Il est en train de dormir sur un tas de fumier au milieu donc d'une basse-cour, protégé par une clôture. Et Renard, lui, pendant ce temps-là, il rôde autour de la clôture, et lui, il a repéré Chanteclair, et il en ferait bien son déjeuner parce que ça fait un petit moment qu'il a rien mangé. Et puis, à mine de rien, un coq qui dort, c'est une proie facile. Alors il s'approche de la clôture, il saute dans la cour, mais à un moment il se prend les pattes quelque part dans la clôture, bon il fait un bruit infernal et il réveille Chanteclair. Et là, à ce moment-là, Renard, il est en bas du tas de fumier. Le coq, il est sur son tas de fumier, il est réveillé et il regarde Renard. Et donc là, si Renard saute, le coq va s'envoler et il aura raté. Alors, il décide de ruser. Il est renard, il est rusé, alors... Il commence à lui parler, il dit « Ah, Chanteclair, ça va, j'ai bien connu votre grand-père, vous savez, Chanteclin. Ah, lui c'était quelqu'un, Chanteclin. Oh, qu'est-ce qu'il chantait bien, on en parlait partout, à travers toute la région. Hein. Et vous êtes son descendant. Ah tiens, je me demande si vous chantez aussi bien que lui, vous devez bien chanter, vous. » Et alors, évidemment, vous le savez, les coqs, ils sont orgueilleux, alors... Chanteclair, il se met à chanter pour montrer qu'il chante bien, lui aussi, et là, Renard, il lui dit oui, c'est pas mal, mais je sais pas, il manque un petit quelque chose, il manque de l'émotion peut-être. Alors attendez, j'essaie de me rappeler. Oui. Mais oui, c'est ça. Votre grand-père, lui, il chantait en fermant les yeux. Essayez de fermer les yeux et de chanter en même temps pour voir. Chanteclair, il se fait un peu prier, mais finalement, il accepte de fermer les yeux et forcément, au moment où il ferme les yeux, Renard se jette sur lui. Il se jette sur lui et sa ruse a réussi, il s'enfuit, il se sauve avec le coq dans la gueule et au loin il entend les chiens du fermier qui se sont levés, qui se sont réveillés, qui ont commencé à se lancer à sa poursuite. Mais Renard il a beaucoup d'avance et les chiens ils sont loin derrière, alors Chanteclair se sent perdu. Et puis il a une idée et il dit vous m'avez bien eu Renard, hein. Moi et ma fierté, ouais. Ça nous perdra tous ça. Hein. Et puis regardez-les, ces chiens là-bas, là, ces gros balourds, hein. Ils vous rattraperont jamais, hein. Moi je suis fichu. Tiens, moi si j'étais à votre place, là, je pourrais pas m'empêcher de les railler, là, tellement ils ont l'air ridicules, les chiens. Enfin, ça, c'est moi. Hein. Vous allez pas le faire, hein, de toute façon. Vous, c'est pas pareil, vous êtes un lâche, vous êtes un faible. Vous êtes quoi? Vous êtes juste un voleur de poules, finalement. Et ça, Renard, ça lui plaît pas du tout, hein, de se faire traiter de lâche comme ça par un coq. Hein. Et puis c'est vrai, ils regardent, ils ont l'air ridicules, ces chiens-là. Alors il s'arrête, il se retourne, et puis il ouvre la gueule pour les insulter. Évidemment, il a à peine ouvert la gueule que le coq s'envole et va se réfugier sur la branche la plus haute de l'arbre la plus proche et il échappe ainsi à Renard. Et voilà, et donc parmi toutes les histoires du roman de Renard, des anecdotes de ce genre où le Goupil est à la fois dupeur et dupé, on peut en trouver beaucoup. Alors, voilà pour les animaux anthropomorphes. Après, je vais vous parler d'autres tricksters qu'on trouve dans les traditions orales françaises ou ailleurs. Mais avant, on va faire une petite pause musicale. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.
done ran into my baby and finally found my old blue jean. I done ran into my baby. I finally found my old blue jean. I could tell that day was mine from the oil and the gasoline. If I ever get back my blue jeans, Lord, how happy could one man be? If I ever get back my blue jeans, Lord, how happy could one man be? Cause if I get back those blue jeans, you know my baby be bringing them home to me. Voilà, donc c'était Blue Jeans Blues de ZZ Top. Alors, on en revient au trickster dont je vous parlais depuis tout à l'heure. Je vous ai promis un autre trickster, donc ces personnages facétieux qu'on retrouve beaucoup dans les traditions orales. En fait, c'est le lutin. Le lutin qui a toutes les caractéristiques du trickster. Donc, c'est un personnage facétieux qui peut être extrêmement rusé, qui peut être sympathique dans certains cas, mais il faut pas trop l'embêter parce que ça peut être particulièrement dangereux. Donc le lutin, c'est un exemple de trickster, mais c'est pas le seul. Il y a beaucoup de personnages du petit peuple, les Fairies, Puck, les trolls et bien d'autres. Mais bon, là, je vais pas rentrer dans les détails puisque Manuela vous a déjà évoqué ces sujets par le passé. Mais voilà, la plupart de ces personnages qu'on trouve beaucoup dans les légendes et dans les contes populaires sont des tricksters.
Et d'une manière générale, il y en a encore bien d'autres dans la tradition populaire. Alors, je vais vous les citer en vrac, des personnages très différents. On va avoir Cocopelli chez les Amérindiens, Robin des Bois chez les Anglais, Till l'Espiègle chez les Allemands, Nasreddin Hodja, le fou qui était sage dans les cultures arabes. Et il y en a encore bien d'autres, on pourrait en citer des dizaines, des centaines. Tous ces personnages, même s'ils sont très différents, tous les personnages que je viens de vous citer, ils partagent des points communs. Et ces points communs font d'eux tous des exemples de tricksters. Voilà, et donc tout ça, c'est dans les traditions orales classiques. Et vous allez me demander, d'accord, donc les tricksters sont des personnages qu'on trouve dans les mythes, les contes, les légendes un peu partout à travers le monde. Mais tout ça, finalement, c'est des vieilles histoires. Maintenant, dans les histoires qu'on invente maintenant, ça n'existe plus, n'est-ce pas? Détrompez-vous. Les tricksters n'ont jamais disparu des cultures populaires, même aujourd'hui, on en trouve encore beaucoup. Une incarnation évidente du trickster qu'on connaît tous, c'est le clown. Surtout l'Auguste, c'est un peu moins vrai chez le clown blanc, mais l'Auguste, c'est un trickster, je vous apprends rien, c'est évidemment le farceur par excellence. Il est extrêmement naïf, il a un comportement enfantin, il se joue des règles sociales, et puis parfois il a un côté sombre, il est un peu inquiétant. Pensez à tous ces gens qui ont peur des clowns, et pensez à tous ces personnages de clowns tristes ou de clowns sombres. Donc voilà, le clown. On trouve aussi des tricksters au cinéma ou à la télévision. Alors les plus évidents sont tous les personnages comiques de l'ère du cinéma muet, par exemple le vagabond de Chaplin ou le personnage de Buster Keaton par exemple, qui sont vraiment des exemples typiques si vous y réfléchissez bien. Et on peut aussi penser, dans le domaine du cinéma d'animation, on peut penser à Bugs Bunny, qui est une version cinématographique du lièvre africain, ou encore à Woody Woodpecker, qui est un autre animal anthropomorphe facétieux qu'on trouve dans les dessins animés. Voilà, on pourrait en trouver encore même dans la culture moderne, des dizaines et des dizaines d'autres exemples. Alors finalement, pourquoi je vous parle de ce type de personnage, de cet archétype? Pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'on retrouve le même type de personnage, qui est plutôt complexe, dans l'ensemble, il a énormément de caractéristiques, c'est pas un personnage qui est très très simple à cerner. Mais on retrouve quand même ce même type de personnage complexe dans presque toutes les cultures à travers le monde. Et c'est intéressant parce que ça montre que l'humain a non seulement besoin d'histoire, il a besoin d'en inventer, d'en raconter, d'en écouter, mais il a aussi besoin de créer certains types de personnages qu'on retrouve très régulièrement. Alors il y a des théories derrière tout ça, la psychologie jungienne est en grande partie basée là-dessus, et peut-être qu'on en reparlera dans une future chronique, toutes ces histoires d'inconscient collectif. Mais même sans entrer dans les détails, je trouve que c'est intéressant de constater que des cultures aussi différentes, parfois très espacées dans le temps ou dans l'espace, qui éventuellement ne se sont pas toujours rencontrées, et créé des personnages aussi semblables les uns que les autres, et parfois donc sans le savoir, puisque ces cultures ne se sont pas forcément rencontrées avant d'inventer leur personnage de trickster. Voilà donc pour les tricksters. Alors, avant qu'on se quitte, je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire que j'aime bien, qui n'est pas toujours très connue, à part évidemment par les aficionados du conte qui la connaissent tous, mais elle est finalement assez peu connue par le grand public. Et pourtant, à ma connaissance, c'est une histoire qui est typiquement française, qu'on retrouve très rarement à l'étranger, alors que les collecteurs, vous savez, ces gens qui ont sillonné les routes de France, principalement à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, donc les collecteurs qui ont sillonné les routes de France afin de recueillir tous les témoignages de la littérature orale auprès des conteurs locaux, ils ont recensé plusieurs dizaines de versions différentes de cette histoire, à peu près 80 je crois si ma mémoire est bonne, ce qui est colossal. Et c'est l'histoire d'un personnage qui n'est peut-être pas tout à fait un trickster au sens propre, mais on retrouve quand même toutes les notions dont je vous ai parlé, un personnage complètement atypique, qu'on a un peu de mal à cerner, qui est un peu naïf, qui est amoral et qui n'hésite pas à remettre en cause l'autorité naturelle, entre guillemets. Donc alors on va faire une deuxième pause musicale avant que je vous la raconte, mais donc un peu de suspense dans quelques minutes. Donc je vais vous raconter l'histoire du demi-poulet. À tout de suite. Shut me down. You grew up and I left out. I would always call you mine. You would always laugh and say
shot me down, bang, bang. I kiss the ground, bang, bang, that awful sound, bang, bang. My baby shot me down. Now we're torn and all apart. Thought that we were always smart. You would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, you shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang. My baby shot me down. Yeah. You always young at heart. Got a young and kind of smart. You would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang. Bang, bang. My baby shut me down. Voilà, donc c'était Bang Bang de Terry Red. Alors, je vous ai promis une histoire, l'histoire du demi-poulet, et bien la voilà. Au début, ça commence avec un œuf. C'est un œuf, il est tout seul au fond du panier, puis au-dessus du panier, il y a un vieux et une vieille qui sont en train de regarder l'œuf. Puis à un moment, le vieux, il relève la tête et il dit à la vieille, on fait quoi Moi, j'aimerais bien une omelette. La vieille, elle relève la tête, elle lui dit, une omelette, mais non, si on fait une omelette, on n'a plus d'œuf. Alors que l'œuf, si on le garde, si on le couve, il y a un poussin qui va sortir de l'œuf, et puis le poussin va devenir une poule, et la poule, elle va faire plein d'œufs. Et comme ça, on en aura plusieurs, que là, si on le mange, on n'en aura plus. Le vieux, il regarde la vieille et il dit, ouais, moi je préfère une omelette. Bon, la vieille, ça l'a agacée, alors elle a pris l'œuf, elle a pris un couteau, elle a coupé l'œuf en deux. Avec une moitié d'œuf, elle a fait son omelette pour le vieux, et puis elle a pris sa moitié d'œuf à elle l'a posée sur une chaise, elle s'est assise sur la chaise et elle a couvé sa moitié d'œuf. Ça a marché, hein. Au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, la moitié d'œuf a éclos. Et il en est sorti un magnifique demi-poussin. Non, vous inquiétez pas, il allait très bien. Il avait une moitié de bec, il avait une aile, il avait un œil, une patte. Et quand il chantait, ça faisait piou. Non, mais il profitait très bien. Il avait un grand terrain sur lequel il pouvait vivre, il pouvait marcher, il pouvait se promener. Et il a grandi et il est devenu un magnifique demi-poulet. Il était heureux, hein, sur son terrain. Ce qu'il adorait, c'était le tas de fumier qu'il y avait dans le coin. Parce que le tas de fumier, on pouvait chercher un peu partout et à chaque fois on trouvait des nouveaux types de vers qu'on n'avait jamais trouvés. Et ce jour-là, il était en train de chercher des vers justement dans son tas de fumier et il a senti un truc dur sous sa moitié de bec. Alors il a fait... Et puis il a gratté, il a sorti. Il a sorti du tas de fumier un écu d'or énorme. Il était content, alors il a posé son écu par terre, et il s'est mis à danser en sautillant autour de l'écu. Cocoricu, j'ai trouvé un écu, cocoricu, j'ai trouvé un écu, et il chantait comme ça, il pouvait pas s'empêcher tellement il était content. Sauf que ce jour-là, dans le coin, il y avait du monde qui passait, puis pas n'importe qui, hein. Il y avait une armée, l'armée du roi. Il revenait de guerre. Et le roi, il a entendu, j'ai trouvé un écu, alors il s'est approché et il a vu le demi-poulet qui était en train de chanter Cocoricu, j'ai trouvé un écu. Et le roi, il dit, c'est vrai, il est beau ton écu, dis donc, hein. Et t'as vu, en plus, regarde, il y a ma tête dessus. C'est normal parce que moi je suis le roi, tu vois. Écoute, le demi-poulet, je suis un peu à sec en ce moment, tu me le prêterais ton écu, promis, je te le rends dans un mois. Le demi-poulet, il a réfléchi, c'est vrai, il en avait pas besoin tout de suite de son écu, et après tout, avec les intérêts, c'était un bon placement. Il a dit d'accord, il a accepté, et le roi est parti avec son armée et avec l'écu du demi-poulet.
Et le temps a passé. 1 mois après, rien, aucune nouvelle. Le demi-poulet, il a attendu 2 mois, 3 mois, toujours rien. Alors là, il a pris sa plus belle plume et il a écrit au roi. « Majesté, il y a de cela quelques mois... » Il envoyait sa lettre. Rien. Au bout d'un moment, il en a eu marre, il s'est dit, si je récupérais mon écu, il va falloir que j'aille le chercher. Alors il est sorti et puis il a traversé le pays, il a traversé les routes, il a traversé les chemins, il a traversé les champs, il a traversé les bois, À un moment, pendant qu'il marchait, il voit un buisson devant lui qui bouge et il y a un renard qui s'installe juste devant lui. Renard, il lui dit bonjour, demi-poulet, tu vas où comme ça? Cocoricu, je vais chez le roi qui me doit un écu. Ah, tu vas chez le roi? Dis donc, c'est sympa ça, moi. J'aimerais bien venir avec toi. Je peux venir avec toi? Cocoricu, t'as qu'à venir dans mon cul. Et là, il y a le renard qui est rentré à l'intérieur du demi-poulet. Et le demi-poulet, il est reparti. Il a continué à marcher, à traverser les villages, les routes, les villes, les forêts. Là, dans la forêt, justement, à un moment, il y a un gros arbre. Et derrière le gros arbre, il y a un loup qui surgit et qui se met juste devant le demi-poulet. Le loup, il le regarde et il lui dit « dis donc, le demi-poulet, où tu vas comme ça ?»« Cocoricu, je vais chez le roi qui me doit un écu !»« Ah, le roi, c'est cool !»« dis, tu crois que je peux venir avec toi ?»« Cocoricu, t'as qu'à venir dans mon cul !» Et là, il y a le loup qui rentre à l'intérieur du demi-poulet. Et le demi-poulet, il repart, il continue à marcher, il traverse toujours les routes, les villes, les villages, il traverse les ponts. Et là, justement, il était en train de traverser un pont et juste sous lui, il entend... Salut demi-poulet, où tu vas comme ça? C'était la rivière qui était en train de lui parler. Alors le demi-poulet, il dit à la rivière « Cocoricu, je vais chez le roi qui me doit un écu !»« Ah, le roi, tu vas voir le palais, la vie de château et tout. Ah, c'est la grande classe, dis donc. Et tu penses que je peux venir avec toi ?»« Cocoricu, t'as qu'à venir dans mon cul !» Et là, il y a la rivière qui est sortie de son lit et qui est rentrée tout entière dans le demi-poulet, elle aussi. Et le demi-poulet, il a continué son chemin et il a continué jusqu'à ce qu'il arrive à la capitale. Et là, à la capitale, il s'est dirigé jusqu'au palais royal. Il arrivait devant le château, et là, il y a un garde qui a essayé de l'empêcher de rentrer. Le demi-poulet, il disait « Cocoricu, j'ai le roi qui me donne un écu, Cocoricu, j'ai le roi qui me donne un écu !» Bon, mais le garde le laissait pas rentrer. Sauf que, quelques étages plus haut, il y a quelqu'un qui s'est penché à la fenêtre. C'était le roi qui regardait qu'est-ce que c'était que ce bazar, qu'est-ce qui faisait tout ce bruit, et il l'a regardé, il a fait « Oh, c'est rien !» Et il est rentré. Ouais, sauf que le demi-poulet, lui, il avait vu la fenêtre. Alors il s'est précipité, il s'est envolé. Il volait pas vraiment parce qu'il avait qu'une aile, mais si vous voulez, il avait une technique bien à lui. Il battait son aile très très fort comme ça et ça lui permettait de s'envoler un peu comme un hélicoptère. Et il s'est posé comme ça sur la fenêtre où le roi était et il a commencé à crier au roi « Cocoricu, rends-moi mon écu, Cocoricu, rends-moi mon écu, Cocoricu !» Alors là, le roi, ça l'a agacé, il a pris le demi-poulet par le cou, il a dit c'est bon, tiens, boniche, elle est où ma boniche là ?» Et là, il y a la bonne du roi qui est arrivée et le roi lui a dit « Tiens, vas-y, tu me jettes ça dans le poulailler là !» Là, la bonne du roi, elle a pris le demi-poulet, elle a dit Majesté, sauf votre respect, il est pas très beau ce poulet, il est pas très digne d'un roi, on peut peut-être vous en trouver un mieux que ça. » Oui, j'ai dit au poulailler. Bon, c'est bon. Et la bonne, elle a pas insisté, quand le roi il était comme ça, fallait pas chercher. Elle est allée jusqu'au poulailler, elle a ouvert la porte, elle a jeté le demi-poulet à l'intérieur, elle a refermé la porte. Le demi-poulet, il était plongé dans l'obscurité, le temps que son œil s'habitue au noir, il a fallu quelque temps, et puis là, il a commencé à voir qu'il était encerclé par tout un tas de poules et de coqs qui le regardaient comme ça d'un air méfiant. Et puis là, il a vu d'un seul coup toutes les poules et tous les coqs et tous les poulets qui se sont mis au fond du poulailler, puis qui se sont alignés, et qui se sont approchés comme ça en rang de lui petit à petit en faisant « cote, cote, cote ». Oh là, le demi-poulet, il s'est senti menacé, il s'est dit, ça y est, je suis perdu. Il a crié, Cocoricu, renard, aide-moi, sinon je suis foutu. Et là, il y a le renard qui est sorti du demi-poulet et qui s'est jeté sur toutes les poules, tous les poulets, tous les coqs, il a égorgé tout le monde. C'était un massacre dans le poulailler. Et le lendemain, quand la bonne est venue ouvrir la porte du poulailler, il y a le renard qui s'est sauvé, puis il y a le demi-poulet qui est passé entre ses jambes aussi, et il est retourné voir le roi, il lui a fait « Cocoricu, rends-moi mon écu, Cocoricu !» Ah, le roi, il l'a repris par le cou, il a dit c'est bon, tiens, berger, il est où mon berger, là ?» Et là, il y a le berger du roi qui est arrivé, et le roi lui a dit « Allez, jette-moi ça dans la bergerie !» Là, le berger, il regarde le demi-poulet, il dit Majesté, sauf votre respect, c'est pas un mouton ça. Oui, j'ai dit dans la bergerie quand même. Oh, c'est bon. Quand le roi il s'énervait, fallait pas chercher. Alors il a pris le demi-poulet et il a ouvert la porte de la bergerie, il a jeté le demi-poulet dedans, il a refermé la porte. Là, le temps que l'œil du demi-poulet s'habituait à l'obscurité, il a vu qu'autour de lui il y avait tout un tas de moutons
des béliers, des brebis qui le regardaient en ruminant. Et... D'un seul coup, il y a tous les béliers qui se sont alignés au fond de la bergerie et puis qui se sont rapprochés de lui pas à pas en faisant bah. Alors là, le demi-poulet, il a commencé à paniquer. Il a dit Cocoricu, loup, aide-moi, sinon je suis foutu. Et là, il y a le loup qui est sorti du demi-poulet et qui a massacré tous les béliers, toutes les brebis, tous les moutons, tous les agneaux, tout. C'était un carnage, vraiment un carnage dans la bergerie. Et le lendemain matin, quand le berger a ouvert la porte, il y a le loup qui s'est sauvé, puis il y a le demi-poulet qui est passé entre les jambes du berger, qui est retourné voir le roi, qui lui fait Cocoricu, Rabaricu, Cocoricu. Ah, c'est bon, il en avait marre, le roi. Il a repris le demi-poulet par le cou et il a appelé. Il a dit ouais, on va trouver une solution définitive. Cuisinier, il est où mon cuisinier là? Tiens, cuisinier, tu me cuis ça là, je veux le manger pour midi. Et là, le cuisinier, il regarde le demi-poulet et dit mais majesté, le poulet, ça peut pas cuire comme ça. Il faut le laisser mijoter pendant des heures. Oui, j'ai dit pour midi. Oh, c'est bon. Ouais, il a pas insisté. Non, de toute façon, le roi, fallait pas chercher. Hein. Il est rentré dans la cuisine. Il y avait une marmite pleine d'eau, justement. Alors, il a allumé un feu sous la marmite pleine d'eau et puis il a jeté le demi-poulet dans la marmite et il a mis un couvercle sur la marmite. Et le demi-poulet dans l'eau, bon, il était bien au début, elle était un peu froide, mais rapidement elle est devenue tiède, c'était confortable, hein, elle était même un peu chaude et tout, c'était vraiment agréable, mais ça continue à chauffer, ça commençait vraiment à être chaud, c'était les mêmes limites brûlant, et là le demi-poulet il a vraiment commencé à paniquer, il a dit à la rivière Cocoricu, rivière, aide-moi sinon je suis foutu. Et là il y a la rivière entière qui est sortie du demi-poulet, et elle a rempli la marmite, mais alors forcément il y a le couvercle qui a sauté, ça a éteint le feu sous la marmite. Et la rivière, c'est grand une rivière. Alors elle a commencé à remplir la cuisine et puis tout le palais. Et puis à l'intérieur du palais, tout le monde est mort noyé. Tout le monde sauf le demi-poulet. Parce que lui, il savait nager. Enfin, il savait nager. Et il faisait la planche, quoi. Il avait une technique bien à lui. Hein. Il se mettait sur le côté, puis voilà, ça faisait la planche. Et il a commencé à bouger sa patte pour se déplacer. Et à un moment, il a buté dans quelque chose. Il a buté dans un cadavre. C'était le cadavre du roi. Il a cherché dans la poche du roi, et là, il a retrouvé son écu. Il a remis dans son bec, il est ressorti du palais, et puis il a fait le chemin en sens inverse, il est retourné chez lui. Et arrivé chez lui, son écu, il l'a renterré dans son tas de fumier, et il n'y a plus jamais touché. Et voilà l'histoire du demi-poulet, merci à vous.